plaisir pour moi d'être parmi vous dans cette première conférence de concert de la saison. Dans le programme, il va y avoir en premier, tout à l'heure au concert, une pièce de Debussy, ensuite Kaléidoscope, il y aura une entracte, et après ce sera les tableaux d'une exposition de Mussorgsky. Et dans les tableaux d'une exposition de Mussorgsky, nous allons voir Marie-Linda plutôt nous faire des dessins sur sable. Je trouvais ça très original et je dis qu'il faut absolument que je l'invite à la conférence pré-concert pour un peu mieux comprendre son médium qui est la sculpture sur sable. Alors accueillons Marie-Linda Pluto. Alors Marie-Linda, merci d'avoir accepté l'invitation. Là, notre conférence pré-concert, en fait, va se diviser en deux temps. Le premier temps, j'ai choisi 7 mots-clés décrivant bien votre art, votre personnalité également. Puis, à la fin de l'entretien, on va parler vraiment de votre préparation au concert de ce soir. Alors, commençons tout de suite par le premier mot-clé, psychopédagogie. Alors, vous avez étudié en art visuel comme artiste, également pour enseigner les arts visuels. Vous avez fait un baccalauréat autant en art visuel qu'un autre en pédagogie, finalement, des arts visuels. Ensuite, vous avez fait une maîtrise en psychologie et là, vous faites un doctorat en psychopédagogie. Et quel est le lien, finalement, entre le concert de ce soir et votre doctorat? En fait, je pense qu'on est Tout un petit peu plus ici. on est le cumul de nos expériences passées et de nos préférences. Je suis partagée dans l'art, entre l'art, le sport et la pédagogie, la culture, le développement humain aussi. Donc, la psychopédagogie, c'est la suite de mes passions. Alors, j'ai décidé de faire un doctorat. En fait, la maîtrise était aussi en psychopédagogie. J'ai toujours été enseignante ou en pédagogie. J'ai enseigné aussi, j'ai fait un bac en adaptation scolaire, un bac en art. Donc, l'enseignement, le développement humain, ce sont fait partie de mes passions. Mais l'art et le sport, on fait partie aussi comme un ensemble. L'un n'allait pas sans l'autre. J'avais besoin d'aller faire du sport pour pouvoir faire la création. J'avais besoin de créer pour être mieux, pour me développer moi aussi, pour aussi émanciper mes connaissances envers les autres personnes qui veulent apprendre. Donc, c'est comme le cumul de ma vie, toutes les expériences, toutes les passions partagées que j'ai, qui m'ont amené à faire le doctorat en psychopédagogie que je termine bientôt. En fait, c'est en cours. Et quel est votre sujet de thèse? Mon sujet de thèse, c'est le développement c'est le suppléant permanent. C'est un nouvel acteur dans l'éducation. Depuis le COVID-19, ce nouvel acteur dans la culture éducationnelle a quintuplé de nombre. Ça a vraiment beaucoup de personnages sont devenus des suppléants permanents. Donc moi, c'est vraiment important que je parle du développement du suppléant permanent, puis aussi de son identité, à savoir quelles personnes qui sont les suppléants, puis qui vont aussi poursuivre l'apprentissage des jeunes, qui sont qualifiés évidemment le plus possible ou non, mais moi, c'est pas important pour l'instant. Je veux juste savoir c'est qui ces personnes-là, et puis qu'est-ce qu'elles ont comme goût pour le développement, pour contribuer à la réussite des élèves. Donc, c'est vraiment en rapport avec l'éducation. Maintenant, si on va creuser un petit peu dans votre art, mais avec le deuxième mot-clé, l'écologie. Fait que lorsque vous étiez au secondaire, vous avez eu un professeur qui vous a demandé de travailler avec des pigments naturels, et par la suite, vous avez travaillé avec le café, votre art. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, merci. Le café ou le sable, pour moi, c'est des médiums qui sont plus écologiques. Toute jeune, j'ai commencé à peindre parce que c'était ma voie, j'aimais l'art et tout. Ma mère aussi me lançait là-dedans parce que c'était comme un endroit où j'étais performante aussi.
matin, je me sentais vraiment pas bien de laver mes pinceaux dans l'eau. Je me disais, mais ça va où ça? Qu'est-ce que je fais là? Alors, du coup, j'ai mon enseignant qui a été mon instigateur par rapport à cette matière-là, le café. Alors, Harold Gagné, qui se trouve être, moi je viens de la Beauce, alors, il m'a donné cette idée. Et puis, il a vraiment promu en moi le goût de continuer parce qu'il aimait tout ce que je faisais. Tout ce que je faisais, lui, pour lui, c'était grand, puis je ne savais pas moi aussi. Moi, c'était tellement simple ce que je faisais, j'étais juste moi. Alors, mais il m'a donné beaucoup de confiance. Ma mère aussi m'a enraciné en moi le poursuivre dans ça. En fait, dans la psychologie, si on demandait à tout le monde de faire un dessin ici, ben, tout le monde dessine à peu près comme une personne de 12 ans. Okay? Parce qu'à 12 ans, en général, c'est là qu'il se passe en psychologie. On ne réussit pas à faire le dessin comme on veut, et puis on lâche prise parce qu'on n'atteint pas nos objectifs, on n'est pas fiers de nous. Ceux qui continuent, c'est parce qu'ils sont un petit peu fiers d'eux, puis finalement ils poursuivent. Mais c'est la majorité qui lâche le dessin vers 12 ans. Alors si on demande à notre père ou à notre mère, même s'ils ont 90 ans, de dessiner, qu'on dessine comme une personne de près 12 ans, hasta la vista. C'est comme ça, la psychologie. Alors, moi j'ai poursuivi avec le monde autour de moi qui aimait ce que je faisais, avec mon type de trait, ma personnalité qui se révélait dans mes œuvres, bien que c'était le début de ma vie. Et donc, j'ai poursuivi ma recherche, un peu comme une thèse. On développe une façon de travailler, on découvre un médium, on fait une recherche, on fait des essais-erreurs. Donc, dans ma vie en tant qu'artiste, bien que je ne l'ai pas écrit, je l'ai vécu, puis c'était un peu comme une recherche aussi. Donc, je pourrais écrire là-dessus. Mais comment on travaille avec le café? On va au supermarché, on achète du café, on le moule. En fait, il y a plusieurs façons. Moi, je prenais le café qu'on ne boit pas en général, bien que je vais me retenir. Ma mère boit du café instantané. Mais c'est celui-là que je prenais parce qu'il est très transformé, puis il est très, très loin de la réalité d'un vrai café. Mais il faut toujours se retenir parce qu'il y en a vraiment qui aiment le café instantané. Et puis c'est bien correct. Ma maman adore le café instantané. Et moi, je prenais ce café instantané justement parce que je réussissais à avoir des teintes, une gamme de sépia qui faisait rêver. Est-ce que vous prenez différentes essences de café instantané ou c'est tout le même? Comment vous obtenez différentes couleurs? Non, mais non, on réussit à diluer le café avec des teintes, avec l'eau en fait. Donc, je travaillais avec le café et l'eau. Alors, c'était très, très brut. Et puis, je trouvais ça, on sent longtemps le café dans la toile. Et c'est encore filant après. Je trouve que, bien que, un peu comme Michel-Ange, j'avais des œuvres craquelées, moi, c'était mon mentor dans ma tête à moi, c'était mon inspiration. Mes toiles craquaient bien avant le temps que je vis. Donc, les toiles sont beaucoup plus éphémères, bien que c'est un produit naturel. Mais j'ai réussi à, quand même, avec certains médiums, avec certains canevas, qui fait que le café reste plus longtemps. Donc, c'était une petite expérience. Vous avez parlé de craquelure, c'est mon troisième mot-clé, justement. Fait qu'on voit sur l'image une peinture, mais avec un petit peu de rouille, c'est pas vraiment voulu. Puis l'autre image en bas, c'est de l'asphalte, mais craquelé. Normalement, on évite la craquelure, mais vous, c'est un peu le contraire. Oui, moi, c'est le contraire. Moi, c'est ce qui m'inspirait. D'ailleurs, c'était les œuvres de Michel-Ange au départ, parce que j'ai travaillé beaucoup de corps humain. La beauté, l'esthétisme. Okay? Vraiment l'esthétisme, c'était pour moi très important, mais il fallait que je fasse vivre le canevas avant, que je travaille avec des médiums, le café et la poudre de marbre et d'autres médiums que j'ai introduits à l'intérieur de mon café, avec des étapes de séchage. Pratiquement comme peut-être 2 semaines pour faire un fond qui m'inspirait. Ensuite, je faisais mon dessin avec le café toujours. Mais c'était pour moi une façon d'aller chercher des craquelures pour les faire vivre avant même que le matériel soit vieux. Est-ce que, 2 questions en une, est-ce que c'est une de vos signatures et également, est-ce que c'est un processus de révolte? Je ne suis pas très révoltante, moi, je suis plutôt en harmonie, puisque dès que je sens que je suis en conflit, j'aime bien faire du sport. Gardez ça pour moi. Puis qu'est-ce que j'offre aux gens? Je veux que ce soit plus beau, plus gentil, puis plus doux. Parce que je me dis que mon traitement psychologique, j'ai besoin de le vivre,
c'est un peu comme quand je commençais le bac en enseignement, j'ai hésité entre la psychologie pure et puis là, on m'avait dit que j'avais tous les critères parfaitement pour être psychologue. Puis finalement, j'ai décidé de m'en aller en éducation parce que je voulais me guérir moi-même avant de guérir les autres. Puis je voulais surtout pas utiliser les personnes qui étaient devant moi comme un catalyseur pour que je puisse me guérir. Je voulais plutôt me guérir. Puis là, on est encore en guérison, donc finalement, je ne serai jamais psychologue. Mais bref, c'est ça. Fait que donc, j'utilisais l'art puis d'autres médiums mais jamais le résultat final pour me transcender des douleurs. Au contraire, j'attendais toujours d'être en harmonie parce que je me dis que les personnes qui prennent l'œuvre, c'est eux-mêmes qui deviennent des créateurs par la suite. C'est important que ce soit des bonnes énergies, je crois. C'est dans ma tête à moi, ça se passe. Votre nom de famille, c'est plutôt AU à la fin, mais comme artiste, on va le faire avec un O. Pouvez-vous nous dire votre processus, comment ça t'est arrivé avec le O à la fin? Ça c'est drôle parce qu'au départ, j'étais très jeune. Et là, j'ai rentré dans les galeries en premier. D'ailleurs, je suis venue dans les galeries, j'ai été dans les musées aussi, mais bon, j'ai décidé de m'en aller par la suite. Puis finalement, j'ai décidé d'être artiste de sable. Mais bon, trêve de plaisanterie. Là, je faisais ma signature. Dans les premières fois, je rentre dans les galeries, j'étais toute jeune. Et puis là, on me dit, moi j'écrivais Marie Linda Buteau des Verts, avec ma signature de quand j'étais jeune, au secondaire, début secondaire. Là, le monsieur, il me dit, je prends tes œuvres, ils sont vraiment le fun, c'est un beau travail que tu fais, mais il faut que tu travailles ta signature, je comprenais rien. J'ai rien compris. J'ai dit, ma signature est belle, ma signature. J'étais sûre qu'elle était belle, j'ai jamais compris. Mais oui, c'est venu par la suite. Finalement, avec le temps, ma signature est devenue vraiment, je crois, un genre de logo. Okay? J'ai tellement inspiré, plutôt qu'EAU en anglais, parce que j'ai travaillé beaucoup aux États-Unis aussi, ça veut dire, vous savez, EAU, ils ne savent pas comment dire. Donc, O, c'est parfait, sauf que là, je viens en compétition avec Popeye. Plutôt, vous connaissez? Vous avez mon âge à peu près, je comprends, vous êtes assez âgé pour avoir vu Popeye. Okay? Donc là, donc, du coup, j'ai de la compétition. Mais ça va me faire trouver, par exemple. Parce que je travaille partout dans le monde. Puis on voit justement une de vos peintures à l'écran. Là, on remarque bien la craquelure. C'est une édition limitée de Marilyn Monroe. Pouvez-vous nous parler de c'est quoi une édition limitée et pourquoi avoir fait ça? Oui, parce que des fois, on appelle ça des tocs. Hein, je prends un thème, puis j'ai le goût d'en faire quelques-unes seulement. Ben, c'était ça. J'ai dessiné des visages de Marilyn Monroe à ma manière à moi. Okay? Alors, j'en ai fait quelques-unes, puis après ça, c'était fini. Après ça, j'ai fait je sais pas moi, des chats. Après ça, j'ai fait un petit peu, mais mon thème dès le départ, c'était toujours le corps humain, parce que c'est toujours en lien avec le développement humain. Et ben, j'en fais les vêtements, par exemple. Vous avez parlé tout à l'heure de votre carrière à l'international, que vous vendiez en galerie. Pouvez-vous nous raconter un petit peu plus comment ça se passe? En galerie? Oui. Oui, ben c'est fun, on n'a pas de contact avec personne. Non, mais moi, je suis très, très isolée chez moi. Puis les galeries vendaient des toiles un petit peu partout dans le monde. Mais finalement, à cause du web, puis, ben, c'est l'autoroute internationale, hein, vous savez. Donc, c'est arrivé de manière fulgurante. Au départ, c'était comme rien, on ne comprenait rien non plus. Je me disais, c'était l'autoroute internationale, je ne comprenais pas. Moi, je m'en allais en auto, je voyais juste ma route. Mais non, oui, c'est vrai. L'autoroute internationale, avec le web, ça fonctionnait beaucoup. Mais au bout du compte, j'ai décidé de laisser quand même les galeries d'art. Mais mon nom était déjà fait. Un petit nom quand même, je n'ai pas un gros nom. J'ai un petit nom, mais connu un petit peu. Ça dépend des personnes qui sont intéressées dans. Alors là, on a une œuvre figurative et ensuite une œuvre non figurative. Est-ce que vous avez une préférence entre le figuratif et le non figuratif et pourquoi on parle de non figuratif? Ben, j'aime bien le figuratif, puis je me suis un petit peu éclatée dans mes toiles abstraites. D'ailleurs, celle-là, c'était le départ de mes toiles. C'est beaucoup différent maintenant, puis c'est beaucoup plus épuré. Mais c'était quand même, on voyait que tout un peu moins. Okay? Mais j'aimais travailler. En fait, l'inspiration va ce qui m'inspire. Quand j'ai étudié en histoire de l'art, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Donc, c'est sûr que j'ai ma tendance de suivre cette inspiration-là.
mais avec mon petit couteau. Mais en tant que public, comment vous nous conseillez de regarder une œuvre comme celle-là? En fait, je pense que ça appartient à chacun de regarder. C'est sûr que l'important, c'est de regarder avec son œil et son cœur. Puis parfois, notre cœur, ça ne nous dit absolument rien. Puis non, c'est correct. Okay? Mais quand ça nous dit quelque chose, tant mieux. Mais c'est justement ça, ça dépend de chacune des personnes. J'ai de la difficulté à offrir des tableaux, moi, parce que justement, c'est tellement privé, c'est tellement intime. Puis souvent, je donne un cadeau à quelqu'un, mais je dis, écoute, si tu te sens pas bien avec la toile, d'ailleurs, ma mère m'a donné dernièrement, j'ai donné un beau sinuit qui était super beau avec ses beaux yeux, qui était très parlant. J'en avais vendu déjà de ce sinuit-là. Mais ma mère était incapable de le garder dans sa maison, elle me l'a remis. Elle a dit, mais timide, ben, je te comprends, j'ai dit, c'est correct. J'ai dit, tu vois, comment on ne peut pas offrir un cadeau, hein? Mais je l'avais dit, tu peux le donner à quelqu'un d'autre. On passe au point 5. Si vous en va pas. Vous avez parlé de cœur. Le prochain mot-clé, c'est l'amour. Vous avez dit en 2015, dans une émission de télévision, tout ce que je veux diffuser, c'est l'amour. Puis dans cette même émission-là, vous avez dit, disons, je ne suis pas en paix, je suis fâché, je ne rentre pas dans mon atelier. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, tout à l'heure, je l'ai dit, je vais juste réitérer je vais paraphraser ce que j'ai dit dès le départ. Évidemment, j'ai toujours cru que mon cœur, ma main était la suite de mon cœur. Aussi bien que je donne à tous ceux qui vont regarder ce que je fais, juste de l'amour. Le reste, je peux le lire autrement, je peux passer ça autrement. Il me semble que dans ma tête à moi, dans mon cœur, dans ma manière de voir les choses, qui m'appartient évidemment, ben, c'est d'offrir à ceux qui sont les observateurs ou les intégrateurs, parce qu'en réalité, une fois qu'on achète une œuvre, qu'on regarde l'œuvre, elle devient à nous. C'est notre perspective. Elle change la perspective. C'est pas moi qui va vous faire savoir qu'est-ce que je veux. C'est plutôt vous qui allez voir quelque chose que moi je vois pas dans l'œuvre que j'ai faite. Parce que ça vous appartient. C'est un reflet de soi-même ou un non-reflet. Voilà. Intéressant. Comme nous, en musique, lorsque on est amoureux, on peut jouer admirablement bien. Mais des fois, quand on est fâché, ça nous permet d'extérioriser nos émotions. Alors, vous, quand vous êtes fâché, vous ne créez jamais d'œuvre d'art. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Ben, en principe, j'aime bien faire du sport. Ouais. Je vais aller faire du sport, je vais m'entraîner, je vais drainer mes énergies. C'est déjà arrivé que j'ai fait des œuvres et que j'étais fâchée, mais j'ai séché. Intéressant. Maintenant, si on parle du dernier mot-clé du sable. J'ai mis la République de Vanuatu qui, en 2008, a déclaré que la sculpture du sable, c'était dans le patrimoine matériel de l'UNESCO. C'était quelque chose qui était vraiment passé de génération en génération. Très différent de ce que vous faites parce que ce sont des sculptures de sable symétriques, géométriques. Mais on voit que c'est quelque chose qui existe dans un ailleurs. Ici, là, c'est près de l'Australie. Alors, d'où c'est venu ça, la sculpture de sable dans votre cas? En fait, il y a deux types d'œuvres de sable. En fait, il y en a qui sont en 3 dimensions, qui vont sur les plages, qui vont faire des sculptures complètes. Moi, je dirais plus que c'est un dessin animé, du dessin animé ensemble, sur une table lumineuse. C'est pas en 2 dimensions, c'est une perspective 3D, mais c'est un 2D. Donc, 2 dimensions pour ceux qui sont néophytes. Là. Donc, 3 dimensions, ben, ça c'est une sculpture. Pour moi, c'est pas une sculpture, mais pareil, on touche à la matière qui est en 3 dimensions. Bon, maintenant, moi, c'est vraiment des dessins animés. Et puis, je vous dirais que je ne suis pas la seule. Hein. Dans le monde, on était une cinquantaine. On était peut-être une cinquantaine. Peut-être qu'il y en a qui sont morts. Peut-être qu'ils ont décidé d'arrêter à cause du COVID aussi. Ça a ralenti beaucoup d'artistes. Okay. Moi, j'ai continué parce que j'étais vraiment, je pense, chanceuse. J'ai EPN TV, qui soit une chaîne canadienne, qui m'a pris pour plusieurs saisons. Okay, en fait, on a fait la dernière saison cette année, qui va être diffusée dans 2 ans en plus, parce que c'est sur la culture autochtone. Ce sont les 13 légendes par saison, 13 légendes autochtones que moi j'ai interprétées en dessin. Et là, j'ai fait vraiment une création
de A à Z pour chaque légende. Et donc, tous les dessins sont vraiment inventés par moi. Ce soir, c'est une interprétation qui ont déjà été réalisées. Vous allez entrer dans une exposition musicale qui est un peu visuelle. Et du coup, les images que j'ai créées ce soir, c'est la création réside plus dans le mouvement que puis dans la logistique de passer d'un trait à l'autre pour que le dessin soit final et une interprétation de dessin déjà fait. Donc, c'est pas moi qui ai créé les dessins. J'ai juste créé comment le faire. Donc, ça va m'enlever beaucoup de qualité ce soir. Justement, parlons un peu plus de votre processus de préparation au spectacle de ce soir. Fait que là, vous allez faire du dessin sur sable pendant les tableaux d'exposition de Mussorgsky. Alors, il y a plusieurs tableaux, mais vous en avez choisi certains. Alors, il faut savoir que Mussorgsky, lui, s'est inspiré vraiment de peinture qui existait quand il allait voir une exposition de peinture. Puis là, lui, il voulait mettre l'ambiance de ces peintures-là en musique dans chacun des tableaux. Alors, vous, comment vous avez choisi finalement, je vais faire, je pense que vous avez choisi 5. On en a choisi 6, moi et le chef Jean-Michel. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai regardé l'histoire et j'ai regardé surtout les images pour vrai. En fait, j'ai regardé les images lesquelles qui m'inspiraient le plus. Donc, c'est vraiment personnel. C'est vraiment quelque chose que j'ai décidé que moi, je sais qu'en dessin de sable, c'était bien de le refaire. Monsieur Malouf m'avait quand même demandé, on n'a pas le choix pour faire la première et la dernière. Bon, donc j'avais une petite restriction, mais tout petite. Puis après, on avait 4 autres images à choisir. Donc c'était vraiment celle qui m'inspirait le plus quand je les ai regardées. Donc vous allez voir le genre d'image qui m'inspire. La préparation, est-ce que c'est long? Est-ce qu'on compte en journée, en semaine, en mois? Comment ça se passe? Je vais vous raconter une anecdote. Okay? Je vais vous faire comprendre. D'abord, je vais vous dire tout de suite le petit canard. Okay? C'est pas le petit canard, là, c'est que le petit canard, il a la super cool sur l'eau. Hein? Il a vraiment l'eau dans le dessous du lac. Okay? Mais moi, je suis un petit peu comme ça. Je suis un petit canard. Mais il y en a beaucoup des canards ici. Hein? Vous savez, on a l'air de rien comme ça. On est assis ici à soir. Vous avez pédalé toute votre vie. Okay? Ça, c'est le syndrome du canard. Mais il y a aussi un artiste que j'ai connu, une autre histoire, vous devez peut-être la connaître. C'est une personne qui est allée voir, qui voulait avoir absolument une image, un dessin de son chat. Il voulait aller une photo de son chat. Il voulait avoir un dessin d'un artiste renommé. Puis là, il a dit, écoutez, il dit, j'aimerais ça avoir la photo que je vous amène là, c'est mon chat, il est mort. Mais je veux avoir un dessin de vous parce que vous êtes un artiste renommé. L'artiste dit oui, pas de trouble. Il dit reviens dans 1 an. Je vais faire ton dessin. Alors, ça prend 1 an, puis il revient. Alors, quand il revient, le monsieur lui dit installe-toi là, dans la salle, j'arrive. Il arrive, il s'installe, puis là, le monsieur arrive avec sa feuille, puis un crayon, puis en 30 secondes, il fait le dessin du chat. Mais là, il dit c'est parce que ça fait 1 an que j'attends. Il est super beau, votre chat. 1 an, puis vous me le faites en 30 secondes. Oui, je comprends, viens avec moi. Puis là, il a montré toutes les salles dans lesquelles il y avait des milliers de répétitions de chats partout. C'est ça l'art de ça. C'est que ça paraît pas, mais je vais faire un dessin d'à peu près 30 secondes chaque illustration. Mais j'ai travaillé là-dessus pendant 1 mois à répéter incessamment tous les jours, un peu comme un athlète aux Olympiques. Donc aujourd'hui, ça va être comme hier pour moi. Mais avec beaucoup de personnes devant moi. Parfois, des fois, j'en ai en arrière de moi. C'est ma maman qui me regarde toujours sur la chaise. C'est une petite chaise versante qui est au-dessus de moi. Puis elle pleure à chaque fois que je change de dessin parce qu'elle dit tu viens de briser l'autre dessin. Il y a quand même une limite de temps pour chacun des tableaux. Est-ce qu'il y a un stress qui vient avec cette limite-là? Dans les spectacles, quand je fais des spectacles avec de la musique déjà précédée, on va dire, mais aujourd'hui, c'est particulier parce que je fais mon dessin, mais la musique dure beaucoup plus longtemps, en fait. Et moi, je dessine, vous n'allez pas être surpris que je vais me tasser quand je vais avoir fait mon dessin. La musique, c'est en premier un spectacle de musique ce soir. Donc, moi, je ne vole pas la vedette non plus. C'est important que les musiciens soient là, puis c'est celui que vous entendiez, que vous écoutiez, puis que votre cœur se remplisse d'amour
grâce à eux. Moi, je suis juste un petit grain de sable aujourd'hui. Vu que c'est un art éphémère, est-ce que vous prenez des photos finalement de votre œuvre comme art éphémère? Comment ça se passe? Ouais, le seul trace qui reste, c'est des vidéos. Donc sur YouTube, j'ai toute ma chaîne, j'ai plein de vidéos de tout ce que j'ai fait comme dessin. Oui, c'est ce qui reste. Okay? Les traces, c'est des vidéos, mais c'est pas en direct, évidemment. Et il y a aussi les œuvres que je fais. Chaque tableau est une œuvre. Hein? Donc, je peux les transférer sur des aluminiums. J'en ai vendu quelques-unes dans le monde. Quand il y a des gens qui aiment les œuvres que je fais, on me le demande. Puis là, je les fais transférer. C'est mon dessin. Et je les signe sur le tableau, soit en aluminium ou Canva Galerie. Mais c'est des œuvres uniques que j'ai créées. Ce soir, tous les musiciens vont apporter leur instrument de musique. Votre instrument, finalement, c'est la table lumineuse. Alors, est-ce que vous en avez plusieurs tables lumineuses à la maison? J'en avais plusieurs. J'en ai beaucoup qui m'en ont acheté. Epidienne m'en a acheté une pour aller à Calgary. Certaines écoles m'en ont acheté parce qu'ils voulaient que je donne des petites formations à des élèves. C'est plus fort que moi. Je dis oui. J'en ai une qui se plie en 1000 morceaux parce que quand je pars en avion, j'ai besoin d'une table. Donc, elle entre dans on achète la vitre dans l'autre pays. Et moi, j'amène mes panneaux. Puis j'en ai une qui reste tout le temps chez moi parce que parfois j'étais sur 2 projets en même temps. Donc c'est hyper important que j'en ai une à la maison pour toujours poursuivre mon travail si je suis de front avec 2 projets. Vous avez évoqué justement que vous avez des projets dans l'école, puis vous avez montré le dessin de sable aux enfants. Est-ce que c'est important pour vous de transmettre à la jeune génération cette art? Oui, parce que j'ai dit dernièrement à mes 3 garçons, là, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui fait la relève. Ils m'en dit vieille. Fait que là, j'ai dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui je peux plus un jour, il peut bientôt, mais quand même. Fait que là, j'ai besoin d'avoir la relève, mais il n'y a personne qui a pris la main. Là, je dis, bon, OK, il va peut-être mourir dans l'œuf. Est-ce que vous avez rencontré d'autres artistes du sable dans un congrès ou rencontre artistique? On est tellement peu qu'il n'y a pas de congrès d'artistes de sable. C'est sûr que ça aurait été un congrès d'autres choses, on aurait pu se rencontrer dans un congrès d'art. Mais pour vrai, on est tellement peu de monde. Mais je veux juste vous dire que l'art de sable, le premier qui a créé ça, c'est en Europe, il s'appelle David Merian. Lui, il est rendu beaucoup plus vieux que moi encore. Donc, on est vieux, mais c'est quand même lui le premier, puis je ne voudrais pas voler En fait, je suis juste la personne qui a continué, qui a été sélectionnée par une agence parce qu'il savait quel genre de personnage que j'étais et qu'il aurait pu faire sur une scène. On ne le savait pas, c'était que de l'hypothétique dès le départ. Okay? J'aurais pu ne pas être correct sur une scène aussi. Donc, on l'a juste essayé. Puis savez-vous que tout le monde peut faire ça, l'art de sable? Moi, je dis ça à mes élèves, OK? On a juste à avoir une table lumineuse avec un petit peu de sable. Puis moi, mon premier dessin, quand on m'a demandé ça, je ne savais pas si j'allais être capable, OK? C'était pour le Québec, c'était pour faire aimer la ville de Québec, c'était l'histoire du Québec en 8 minutes. Mais là, moi, je ne savais pas si j'allais être capable, fait que j'ai juste dessiné un petit bonhomme sourire. J'ai été capable, je me suis dit, ça veut dire que je suis capable de faire n'importe quoi. Et maintenant, quand je fais dessiner mes petits élèves à l'école, je leur dis toujours, fais ton emoji. Ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Après ça, tu es capable de faire tout ce que tu veux. Parce que dans le fond, c'est notre façon de dessiner qui est importante. Juste pour bien comprendre, ça, vous avez une table lumineuse, vous faites un dessin sur sable et le dessin projeté sur un écran. Oui. Cher public, c'est super intéressant ce que vous dites. Et là, vous êtes hyper chanceux car il y a quelques personnes qui vont pouvoir poser des questions à notre artiste. Alors, à qui la chance? Je vais juste lever le domaine et je viens vous porter le micro pour poser des questions. Avec toutes les occupations que vous avez et les réalisations, vas-tu devenir une enseignante remplaçante à long terme, puisque maintenant, on manque d'enseignants et il offre à répétition différents postes. Donc, en ce moment, tu es déjà enseignante. J'enseigne à l'université à Guitare. OK, merci. Mais j'enseigne en adaptation scolaire. C'est un autre champ qui m'intéresse. Prochaine question, qui la chance Gabrielle. Université du corps. Il fallait que je dise laquelle. Non, à Québec. Oui, bonjour. Je me demandais, vous avez dit que les images que vous aviez interprétées aujourd'hui existaient déjà.
est-ce que c'est des interprétations des images des tableaux de Mussorgsky ou c'est d'autres images que En vous fait, avez? oui, c'est une excellente question. Là. Les images, là, ce sont, en fait, Mussorgsky, là, c'est son meilleur pote, je m'excuse, son meilleur ami, qui est décédé, c'est un architecte, puis il avait fait des œuvres d'art, lui. Et lui, Mussorgsky, c'est un musicien, il a décidé de faire une promenade, comme une exposition, sur laquelle on allait voir les 10 œuvres que son ami avait fait, qui était décédé, qu'il adorait. Okay? Donc, c'est en mémoire de son ami qui était architecte. J'espère que je me trompe pas. Et finalement, les œuvres étaient déjà créées, c'est ça, hein? Oui, je confirme. OK, j'avais lu quand même. En diagonale. Parce que moi, le plus important, c'était les dessins. Il faut que je garde le focus. Autre question? Vous n'avez qu'à lever votre main. C'est votre chance. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Maintenant, j'ai une autre question. Merci. Je me posais la question, vous parliez de faire du transfert de vos œuvres. Comment est-ce que ça se passe exactement de faire du transfert d'une œuvre qui a été faite en sable vers une matière plus tangible qui peut se conserver dans le temps? Excellente question. En fait, ce sont des photographies, puisque dès le départ, moi, je photographie chacune de mes œuvres avant de la faire vivre en animation. J'ai besoin de créer une image, de la mettre sur une image arrêtée, puis ensuite, je m'entraîne à répéter incessamment les images que j'ai créées pour qu'ils deviennent un mouvement. Donc, c'est comme une danse alternative. Okay. Donc, le dessin, dès le départ, il va beaucoup être plus précis. Puis, plus j'avance dans le processus artistique, plus j'épure le dessin, mais plus je suis sensible à la musique ou à la pureté de l'image. C'est l'essentiel qui semble apparaître à la toute fin, contrairement au départ. Donc, c'est la photographie d'une image qui va être transférée, mais c'est couleur sable, évidemment. On aurait le temps pour une dernière question. Vous avez gagné. Ah oui, c'est vrai, ça a été un petit peu collant. D'ailleurs, il ne faut pas avoir les mains très humides. Quand on est nerveux, si on a les mains moites, ça ne marche pas. J'ai la chance de ne pas avoir de moititude dans mes mains. J'ai des mains très sèches. Donc, mais j'ai travaillé pour Nespresso et ils voulaient que je travaille avec le café de Nespresso. J'ai fait un spectacle pour eux. J'ai travaillé avec le grain de café qu'ils m'avaient fourni, mais j'ai dû mettre un petit peu de sable à l'intérieur, okay? Parce que je ne veux pas le café qu'ils me donnaient colle naturellement, puis descend pas aussi bien, parce que ma main, c'est mon pinceau, hein? Il y a des craques dans mes mains, de plus en plus, il y a des craques en passant. Là, ça me donne beaucoup d'outils. Alors, je me sers de mes craques pour faire rentrer le sable et de la sortir, mais quand c'est du café, là, ça colle un petit peu. Imaginez-vous de la farine. Mais ça serait une bonne idée. Oui, c'est sûr, peut-être que ce serait possible de mélanger les deux. C'est ce que j'avais fait avec le café, avec le sable. J'avais demandé qu'on avait pris du sable foncé pour aider. Juste avant de conclure, petite publicité, la prochaine conférence pré-concert aura lieu le 19 octobre, avant le spectacle sur Aznavour, le spectacle pop. Alors, je parlerai de la vie d'Aznavour avec les nouvelles recherches sur ce grand chanteur. Et ensuite, dans la série classique, je recevrai le compositeur Émile Bilodeau, parce que l'Orchestre symphonique de Sherbrooke a commandé une œuvre à ce merveilleux compositeur qui a composé, entre autres, des opéras pour l'Opéra de Montréal et également pour l'Opéra à Toronto. Fait que vous êtes bien sûr invités. Marietta, plutôt, ce fut un plaisir de vous entretenir ici, d'entendre des péripéties, autres anecdotes sur votre art et votre philosophie également sur l'écologie, l'amour, l'enseignement et bien sûr les arts visuels. Merci beaucoup. Merci.